Et la première question finalement qui me vient à l'esprit, et c'est également en partie celle qu'on m'a demandé de poser, c'est finalement savoir pourquoi nous sommes ici. C'est-à-dire pourquoi est-ce que la question de la circulation des connaissances, pourquoi est-ce que la question d'une réflexion sur l'autre mondialisation serait une question qu'on peut légitimement poser à partir de Paris dans le cadre d'un institut de recherche internationale sur la globalisation. Effectivement, c'est une assez bonne question parce qu'elle me rappelle des choses qu'on m'a régulièrement posées au cours des années passées dans le cadre du travail que je mène actuellement sur une histoire mondiale de la sociologie et où une des questions qui m'était posée, c'était « mais pourquoi vous ?» Pourquoi est-ce qu'un vieux mâle blanc viendrait s'intéresser à des questions comme celle-ci, alors que finalement cela devrait sans doute être des personnes justement dominées épistémiquement qui viendraient travailler sur leur propre domination, puisqu'ils sont beaucoup plus à même de comprendre cette domination, de la ressentir, d'en parler, beaucoup plus qu'un individu qui finalement baigne dedans et baigne dans cette domination depuis qu'il est tout petit, qui l'enseigne vraisemblablement à tous ses étudiants et qui par conséquent n'a sans doute pas la capacité à travailler là-dessus, à prendre de la distance là-dessus. C'est une vraie question. Mais la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est en fait, pourquoi pas ? Parce que si effectivement il n'était pas possible du tout, à partir d'un endroit comme Paris, mais qui pourrait être Berlin, qui pourrait être Londres, qui pourrait être Washington ou Rome, s'il n'était pas du tout possible de travailler sur la question de la circulation des connaissances, s'il n'était pas du tout possible de travailler sur la question du savoir au sud, s'il n'était pas du tout possible de travailler sur la question de l'hégémonie, ben finalement ça poserait un autre problème, qui serait celui d'un privilège épistémique évident des dominés épistémiques sur la capacité à travailler sur ces questions. Je ne doute absolument pas qu'il puisse y avoir une forme de lien très fort entre le fait de subir cette domination, que l'on soit en Argentine, en Colombie, en Afrique du Sud, en Turquie, en Chine ou en Indonésie, et que cela puisse permettre de travailler autrement sur cette question. Je n'en doute pas. Mais qu'est-ce qui peut venir justifier que le simple fait de se trouver à un endroit du monde empêche de le faire également? Ce qui m'amène en fait à une discussion sur une notion assez controversée, pas toujours très comprise, qui est celle du savoir situé. Qu'est-ce que le savoir situé ? Dans un premier temps, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose de relativement simple. Surtout quand on regarde les controverses qui ont lieu aujourd'hui, notamment en France, mais pas uniquement en France, qui consiste à dire que finalement le savoir situé, c'est le savoir qui est lié à une identité qui est la nôtre. Par conséquent, si l'on est noir, on va avoir tendance à produire un savoir qui va en faveur des noirs. Si l'on est une femme, on va avoir tendance à produire un savoir en faveur des femmes. Il me semble qu'il y a là une erreur fondamentale sur la définition de ce qu'est le savoir situé. Ce n'est pas cela. Le savoir situé, c'est l'idée selon laquelle tout savoir, toute production de savoir ne nous tombe pas dessus d'une manière éthérée,
spontanée, directe et surtout complètement dissociée de notre histoire, de notre trajectoire et de notre formation. C'est cela le savoir situé. Notre savoir est situé parce qu'il est lié à ce que nous avons appris, à la manière dont nous avons été formés, dans le pays où nous avons été formés. Il n'est pas avant tout lié à la couleur de l'épiderme, il n'est pas avant tout lié au sexe ou au genre qui est le nôtre, il est lié au fait que, en tant que spécialistes des sciences sociales, nous sommes finalement partie prenante d'un espace professionnel qui est un espace comme un autre. C'est-à-dire que, obligatoirement, nous sommes pris à l'intérieur d'un ensemble de luttes, de concurrences, d'alliances, de thèmes que nous choisissons, de thèmes que nous refusons, et qui, par conséquent, ont un rôle dans ce sur quoi nous travaillons. Par conséquent, dès l'instant qu'un institut qui travaille à Paris sur la question de la circulation des connaissances et notamment sur la question de la connaissance des savoirs qui vont soit du nord au sud, soit du sud au nord, soit du sud vers le sud, n'empêche absolument pas que la perspective qui est mise en avant soit une perspective qui ne soit pas en elle-même hégémonique et dominante. Si c'était le cas, effectivement, à ce moment-là, on pourrait se demander en quoi l'Institut en question n'est pas un simple instrument de domination, encore une fois, du nord vers le sud. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui l'empêche ? À partir de là, il me semble que justement cet institut, celui dans lequel nous sommes, par lequel nous avons été invités, a un rôle à jouer, bien évidemment. Ce rôle à jouer n'est peut-être sans doute pas un rôle seul. C'est un rôle qui n'a véritablement de sens qu'à partir du moment où il s'inscrit dans une collaboration. À partir du moment où il s'inscrit dans un travail de coproduction du savoir avec d'autres centres de recherche, avec d'autres personnes. Et bien évidemment, d'autres personnes qui ne sont pas uniquement caractérisées par une perspective qui serait purement septentrionale. Mais dès l'instant qu'il s'engage à l'intérieur d'une vision plus large des sciences sociales mondiales, dès l'instant qu'il tente de mettre en place ou tente de se mettre en place à l'intérieur de choses qui existent déjà, parce qu'il existe déjà des choses. Fernanda vient bien évidemment de parler du CONICET, qui est un instrument particulièrement important pour l'étude de ce qui se passe en Amérique latine. Mais on peut penser à d'autres centres. On peut penser bien évidemment à Claxo, on peut penser au Codesria à Dakar, on peut penser à d'autres centres. On peut penser à Binghamton, à l'université de New York, on peut penser à des choses qui se déroulent en Inde ou qui se déroulent en Asie orientale, on peut penser au Centre arabe des sciences sociales à Beyrouth. Dès l'instant qu'il existe des centres qui eux-mêmes réfléchissent, souvent régionalement, sur l'existence et les possibilités de continuer à faire exister les sciences sociales dans leur région, eh bien on peut tenter de passer d'une forme de juxtaposition des travaux qui sont réalisés par ces différents centres à quelque chose qui soit beaucoup plus synergique, qui soit beaucoup plus croisé, réciproque, et qui puisse progressivement ouvrir la voie non seulement à des collaborations, mais également à des débats, à la mise en place de discussions, à des formes de diplomation, pourquoi pas, et à des réflexions sur des types de conceptualisation
qui peuvent nous permettre de sortir d'une impasse dans laquelle nous sommes quand même allègrement pris les uns et les autres, qui est cette impasse de l'opposition entre le Nord et le Sud. C'est là-dessus que je souhaiterais continuer. Le thème qui nous est proposé aujourd'hui sur la distinction, ou plus exactement sur l'idée d'une autre mondialisation, est particulièrement important, notamment par cet adjectif « autre », parce qu'il n'est pas très courant, finalement, que ce terme de mondialisation soit considéré comme ayant une forme alternative. Ou plus exactement, quand cela a été le cas, notamment à partir de la fin des années 1990, cela a été sous la forme d'une mondialisation alternative qui finalement prenait une forme largement politique et militante, où le politique et le militant semblaient prendre largement le pas sur la question épistémique. Or, et je veux insister là-dessus, les différents forums sociaux qui ont été organisés depuis Porto Alegre n'étaient pas uniquement des forums sociaux qui portaient sur le politique, sur le militant et sur l'économique. Ils portaient également tous sur la question d'alternatives conceptuelles, d'alternatives théoriques, et je dirais même d'alternatives épistémologiques. Il n'est que de regarder, et je n'ai pas beaucoup de temps pour cela, mais il n'est que de regarder la manière dont, au cours des années 1990, alors que le terme même de mondialisation ou de globalisation prenait véritablement forme à l'intérieur du débat scientifique, il n'est que de regarder la manière dont, pour certains auteurs, généralement relativement marginalisés à cette époque-là, je pense à des gens comme Stuart Hall, je pense à des gens comme Boaventura de Sousa Santos, je pense à des gens comme Walter Mignolo, mais je pense aussi à quelqu'un comme Rewin Connell, dont la visibilisation s'est faite plus tard que dans les années 1990, tout au moins pour ses écrits épistémologiques. Ses écrits sur la masculinité, les masculinités, étaient déjà beaucoup plus connus. Quand on les regarde de manière relativement précise, ces écrits, qu'est-ce que l'on constate? On constate la manière dont ils viennent renverser certains des termes les plus connus, certains des termes les plus courus des théories de la globalisation, pour tenter d'en faire autre chose. Je pense notamment au terme de cosmopolitisme et la manière dont il a été retourné par ces différents auteurs-là, où le cosmopolitisme, d'une vision d'un cosmopolitisme du haut, est progressivement passé à un cosmopolitisme par le bas, ce qui est très évident, notamment chez Boaventura de Sousa Santos, mais aussi la manière dont il est devenu un cosmopolitisme critique, un cosmopolitisme insurgent, un cosmopolitisme décolonial, où le même terme en venait à prendre une autre face et devenait beaucoup plus horizontal, alors qu'il était avant tout considéré comme étant un terme vertical, malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu quelques auteurs qui nous ont fait comprendre, même si la France n'a pas toujours été le principal pays qui recevait ces idées-là, ils nous ont progressivement fait comprendre, et je pense notamment à un article de 2007 signé par Rewin Connell, il nous a progressivement fait comprendre que la théorie de la globalisation n'était pas finalement une théorie globale de la globalisation, n'était pas une théorie qui succédait à la théorie du développement, mais était avant tout une théorie du Nord. Et que si l'on se penchait un tant soit peu sur ce qui se discutait dans un certain nombre de pays qui n'étaient pas des pays occidentaux, qu'il s'agisse
du Brésil, qu'il s'agisse de l'Argentine, qu'il s'agisse de l'Inde, eh bien la vision de la globalisation était complètement différente. Je pense en particulier à un débat qui avait été initié par la sociologue indienne Sujata Patel, dans lequel elle critiquait les textes d'Ulrich Beck en disant que la critique du nationalisme méthodologique tel qu'il la pratiquait était véritablement une lentille purement septentrionale, parce que ce qui faisait à ce moment-là le cœur de la critique, notamment indienne, mais pas seulement indienne, de l'hégémonie occidentale, c'était précisément une sorte d'accent sur le national et sur le local. Donc la mondialisation en tant que telle, elle n'a pas une seule direction. Elle ne doit pas être prise d'une seule et même manière. Elle est multiple. Et elle est multiple notamment parce que cette mondialisation est aussi un élément d'une transnationalisation de plus en plus grande de la circulation entre le Sud et le Sud. On a trop tendance à considérer que les migrations conceptuelles se sont déroulées dans un premier temps du Nord vers le Sud, qu'elles ont été ensuite contrariées du Sud vers le Nord, et que finalement, c'est tout. Mais la question des circulations entre le Sud et le Sud est encore, y compris aujourd'hui, à part chez quelques auteurs, je pense à quelqu'un comme Deves Valdés, qui a passé une partie de sa carrière à étudier cette question des circulations entre le Sud et le Sud, elle est encore véritablement une sorte d'angle mort du travail sur ces questions et du travail sur la circulation des concepts et des connaissances. Donc, comme vous le voyez, le Nord et le Sud constituent pour nous des catégories qui sont des catégories particulièrement complexes, parce qu'on ne peut pas véritablement les ranger à un moment donné et une fois pour toutes à l'intérieur de grandes boîtes. Parce que ce ne sont pas des catégories géographiques. On ne peut pas, comme le faisait le rapport Brandt de 1980, tracer une ligne entre le Nord et le Sud en disant « voilà où est le Sud, voilà où est le Nord ». Non, ça n'est pas possible. De la même manière qu'il est quasiment impossible de dire d'un individu qu'il est du Nord ou qu'il est du Sud. Parce que nous sommes dans l'obligation de prendre en compte ce qu'est sa trajectoire, de prendre en compte ce que sont ses voyages, ce que sont ses formations. Walter Mignolo est-il du Sud parce qu'il est né en Argentine, ou est-il du Nord parce qu'il a fait sa thèse en France et qu'ensuite il est parti à Duke? Comment doit-on le comprendre? Archima Fedje est-il du Nord parce qu'il a réalisé son doctorat d'anthropologie sociale en Grande-Bretagne à la fin des années 1980, ou parce qu'il est né sud-américain? De la même façon pour Édouard Saïd. En fait, avec le Nord et le Sud, nous avons affaire à la mise en place progressive, et qui n'intervient qu'à partir du début des années 1970, d'une sorte de topos qui permet tout à la fois de faire une différence entre les gens à l'intérieur d'un système relationnel, essentiellement, où les uns sont au sud des autres et où les autres sont au nord des uns. Ce qui nous oblige à penser le Nord et le Sud comme étant également des catégories d'accusation et des catégories d'autoproclamation. Et par conséquent, à ne pas les saisir comme étant des choses données,
une fois pour toutes. Et cela semble particulièrement capital parce que, concrètement, nous tous ici, dont certains sont nés dans un pays du Sud, d'autres nés dans un pays du Nord, dont certains ont navigué entre le Nord et le Sud, sommes malgré tout globalement réunis dans un pays du Nord, mais avec une perspective qui fondamentalement est plutôt une perspective du Sud. Donc nous sommes obligés de transformer aussi nos manières de penser pour ne pas arrêter les individus à l'intérieur de ce qu'ils sont. Pour finir, ce pourquoi je plaide, ça n'est pas uniquement pour une sorte de précaution épistémologique, c'est surtout pour le fait de se lancer, de s'organiser à l'intérieur de ce que j'appelle une géoépistémique historique. Le travail sur les connaissances, le travail sur leur circulation implique de repartir en arrière, implique de repartir dans le passé pour comprendre ce qui s'y est passé et de comprendre notamment par la même occasion les mécanismes d'éviction, les mécanismes de silencement, les mécanismes de canonisation qui se sont produits et qui nous laissent entendre que finalement nous vivons à l'intérieur d'une histoire des sciences sociales qui est relativement simple, qui est relativement linéaire et qui finalement correspond en gros à l'histoire de quelques pays, de quelques auteurs et de quelques théories. Alors que si l'on étudie les choses de manière beaucoup plus pointue, mais c'est tout un chantier qui nous attend, y compris dans le passé et dans le présent, pour notamment arriver à cette sorte d'horizon de discussion qui nous permettrait de tenter de sortir des bipolarités qui nous occupent. À ce moment-là, pourquoi pas de tenter de dépasser les questions un peu polarisées de l'universalisme et du particularisme d'un côté, pour poser sans doute beaucoup mieux les questions de la tension entre ces deux concepts et par conséquent de réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons non pas les dépasser, non pas les choisir, non pas prendre parti entre l'une ou l'autre, mais à essayer de voir comment les sciences sociales peuvent les articuler entre elles d'une façon particulière. Je vous remercie.